les travailleurs ont le droit à des conditions de travail sécuritaires. Plus spécifiquement, ils ont droit à la formation pour connaître les risques, l'information. Ils ont le droit de refuser un travail dangereux. Ils ont le droit de participer, en principe, contribuer à mieux comprendre les risques dans le milieu du travail pour pouvoir prévenir ces risques. Un des droits les plus importants, c'est évidemment le droit à l'équipement protecteur nécessaire. Si on peut pas éliminer à la source un danger, là, on dit, mais là, ça prend de l'équipement protecteur. Le travailleur a l'obligation de le porter, l'équipement. Par exemple, il doit protéger sa propre santé et la santé des collègues, la santé des autres personnes dans le milieu de travail. Alors, les maladies infectieuses ont toujours été un risque pour la santé au travail. Alors, évidemment, la COVID est une maladie extrêmement contagieuse qui est potentiellement mortelle. C'est une maladie donc extrêmement grave et ça représente un risque extrêmement important pour toutes les personnes qui travaillent, et particulièrement des gens dans certains secteurs. Les gros problèmes de santé au travail soulevés par le COVID ont été vraiment en lien avec le fait qu'à l'origine, on n'avait pas assez d'équipements protecteurs au Québec et au Canada. Mon analyse, qui était basée essentiellement sur les médias, a permis de croire que il y a des compétitions entre des corps de métier, entre les médecins et les infirmières, entre les infirmières et les auxiliaires, entre les auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires. Pas au sens méchant du terme, mais chacun essaie de dire « moi, j'ai droit à l'équipement ». Et ce que j'ai constaté, c'est que plus les gens avaient une protection, que ce soit par une corporation professionnelle ou syndicale, plus il y avait des chances d'avoir accès à de l'équipement. Alors, moins tu es syndiqué, moins tu as des chances d'avoir quelqu'un qui va dire sur la place publique, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit devant les médias, mes gens n'ont pas accès à l'équipement nécessaire pour faire leur travail. Alors, la précarité joue à ce niveau-là. Il y a beaucoup de travailleurs migrants, entre autres, qui avaient passé par le chemin Roxham, qui sont en attente de statut de réfugié, qui sont demandeurs d'asile, qui acceptaient de travailler dans les CHSLD alors que tout le monde refusait. Alors, on peut vraiment faire le lien entre la précarité du travail et la précarité associée à la pauvreté, les personnes qui ont les moindres de possibilités de connaître leurs droits en même temps. Puis même s'ils connaissaient leurs droits, si tu veux plaire à ton employeur pour avoir une chance de rester, c'est pas le temps d'exercer un droit de refus. On sait par ailleurs que dans les meilleures conditions possibles, donc en dehors des pandémies, lorsque les agences de travail temporaire sont impliquées, ça complique l'effectivité de la loi sur la santé et la sécurité du travail. C'est bien documenté. Le directeur de santé publique de Montréal a publié là-dessus un avis clair en 2016. Ça complique parce que la division des responsabilités entre la cliente, l'entreprise cliente et l'agence est floue. Alors, l'agence pense que l'entreprise cliente va fournir de l'équipement. L'entreprise cliente, présumément de bonne foi, pense que la personne va venir avec son équipement. On arrive sur le lieu de travail, pas d'équipement. Mais le travailleur, s'il y a une personne âgée qui est en train de mourir, qui a besoin de son aide, il va rentrer pareil. Alors, la loi a beau prévoir des droits qui sont bons, qui sont solides. L'élimination à la source, c'est très important. Le devoir de l'employeur, le devoir de prévention comprend le devoir d'avoir l'organisation du travail qui est saine. Alors, l'organisation du travail, c'est très important d'avoir assez de salariés pour le besoin qui est là. Ça fait partie de l'organisation du travail. Notre loi québécoise est explicite là-dessus, sur l'organisation du travail, alors que la loi ontarienne n'a pas de clause là-dessus. On a une bonne loi, mais t'as beau avoir une bonne loi, si tes gestionnaires n'ont pas fait de la prévention en amont avant que le problème existe, en gardant, selon la personne responsable dirigeante,
devrait avoir assez d'équipement en cas d'éclosion et on ne l'avait pas. Alors, c'est là l'échec, le grand échec qui est là. La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles est une loi qui existe depuis 1985, mais la première loi québécoise en indemnisation date de 1909. Donc, c'est une loi dite sociale qui a des racines très profondes et qui est basée essentiellement sur un échange où les travailleurs ont droit à être indemnisés sans égard à la faute de quiconque, alors sans égard à leur propre faute et sans égard à la faute de l'employeur. Et en échange, les employeurs ont une protection contre toute poursuite civile en droit québécois actuel provenant soit de ses salariés ou d'un salarié au sens de la loi. C'est une tractation, l'employeur est protégé de poursuites civiles et en échange, il paye pour l'indemnisation. Et depuis 1931, la structure du régime fait en sorte que les employeurs cotisent au régime et un organisme, aujourd'hui c'est la CNESST, qui gère le fonds d'indemnisation comme tel. Le travailleur a le droit d'être indemnisé si il subit soit un accident de travail ou une maladie professionnelle. Le fait de contracter une maladie contagieuse peut être une maladie professionnelle. Elle peut, dans certains cas, être assimilée à un accident de travail qui a fait en sorte qu'une personne a contracté une maladie. Alors, par exemple, une infirmière qui se fait piquer par une aiguille contaminée, c'est un accident de travail. Si elle développe l'hépatite C, c'est un accident de travail qui a mené à une maladie, ça serait indemnisable. Les indemnités sont les mêmes que ce soit un accident de travail ou une maladie professionnelle qui a causé la maladie. Et ça comprend 90% du revenu net retenu jusqu'à concurrence d'un revenu brut maximal qui, au Québec, est pas mal bas. C'est à peu près 71 000 $ maintenant. Il n'y a pas de limite en Manitoba, il n'y a pas de limite en Alberta non plus. Le défi maintenant avec la COVID, c'est surtout de prouver le lien de causalité entre le travail et la maladie. Alors, il y a des bonnes chances que si vous travaillez dans le secteur de la santé, assez rapidement, on va reconnaître que vous étiez exposé à un risque d'accru et si vous avez un diagnostic de COVID, vous allez recevoir une indemnité. C'est une chose de dire qu'on est dans un secteur clairement surexposé comme les préposés aux bénéficiaires dans un CSHLD où il y a une éclosion. Je suis assez confiante que n'importe qui travaille dans le secteur de la santé, normalement, ne devrait pas avoir trop de difficultés. Ça devrait être la même chose pour les travailleurs qui sont dans les abattoirs, par exemple, s'il y a une éclosion dans l'abattoir. Maintenant, le premier cas qui a amené l'éclosion à l'abattoir, là, il va y avoir un débat. Est-ce qu'il l'a eu à l'abattoir ou est-ce qu'il l'a eu à la fête de famille ou aux funérailles auxquelles il a assisté 2 semaines avant? C'est là où ça va être plus difficile et il y a des États, aux États-Unis en particulier, la Californie a adopté une ordonnance comme un décret qui dit que si vous travaillez, on présume que si vous avez la COVID, c'est imputable au travail. Au Québec, je sais qu'il y a des travailleurs qui trouvent plus simple et sans doute des employeurs qui trouvent plus simple de dire, écoute, rentre à la maison, je vais te payer quand même, tu auras ton salaire, puis après ton 2 semaines sans symptômes, tu reviens. C'est peut-être moins coûteux pour l'employeur, c'est illégal parce que c'est une loi d'ordre public, mais c'est une pratique très, très, très répandue avant la COVID, de dire, écoute, je veux pas de réclamation, toi, si je te paye ou je te donne l'équivalent de ce que la SNES t'aurait donné, tu peux rentrer à la maison, puis tu serais protégé. Alors, c'est pas recommandable parce que si tu as droit à la réadaptation, ou si tu meurs, tes ayants droit ont rien, mais il y en a beaucoup qui pourraient être handicapés à long terme. Les gens qui ont été intubés, on ne sait pas comment ils vont être après, même s'ils survivent, ils seront pas comme avant,
Peut-être ils vont être obligés de se recycler dans d'autres choses. La réadaptation, c'est prévu par la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est pas fourni par les assureurs privés. Il y a des défis pour les gens qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé, dépendant du niveau d'agressivité de leur employeur. Il y a des difficultés qu'on peut voir au niveau des grandes surfaces, par exemple, où les employeurs ils disent « Mais est-ce que c'est au travail que vous l'avez contracté ou vous l'avez contracté dans l'autobus en s'en venant au travail? » Alors, d'avoir des litiges où on va commencer à essayer de dire « mais ça n'a pas été contracté chez nous parce que on n'a pas identifié le client qui aurait pu le donner aux salariés ». Évidemment, si on commence à avoir des débats comme ça, on va dépenser énormément d'argent du contribuable pour les tribunaux, de l'employeur, des salariés, des syndicats s'ils sont syndiqués. On a médiatisé énormément, et à juste titre, l'importance de prévenir la COVID. Beaucoup moins d'attention a été apportée à la protection de la santé mentale des travailleurs. Comment on va reconstruire le tissu social de l'entreprise ou de la coop ou du service de CSHLD en sachant que les salariés ont souffert énormément au niveau psychologique, que ce soit les gens qui sont restés ou les gens qui étaient obligés de partir. Et comment on va reconstruire un esprit de corps dans ces conditions-là, c'est un défi pour la santé publique aussi, et c'est un défi pour la SNES en prévention, et les inspecteurs en prévention doivent aussi, lorsqu'ils viennent examiner un droit de refus, parce qu'on a le droit de refuser un travail dangereux, tout porte à croire que lorsque le danger, c'est pour la santé mentale aussi, qu'on n'a pas beaucoup d'intervention.